Julien se réveille souvent à 3h12, toujours à la même heure, toujours avec cette sensation étrange, quelqu'un est là, dans la pièce. Pas un voleur, pas un cauchemar, une présence. Depuis des années, il n'en parle à personne. Il vit seul à Paris, il est comptable, stable et efficace. Mais la nuit, quelque chose remonte. Un souvenir flou, une voix, des mots qu'il croyait oubliés. Il y a quelques semaines, une statuette ancienne est apparue sur le seuil de sa porte. Aucune trace de passage, aucune explication. Julien n'en a parlé à personne. Il l'a posée dans un tiroir, mais depuis, il ne dort plus du tout. Il a grandi loin d'ici, très loin, dans une maison isolée, silencieuse, où le réel se mélangeait à des croyances obscures. On disait que c'était pour leur bien, pour attirer l'abondance, pour se protéger du mal. Mais ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, a laissé une trace, invisible, insidieuse. Aujourd'hui, Julien sent que quelque chose est revenu. Et pour la première fois de sa vie, il se demande s'il n'a pas été maudit. Le pire mal, c'est celui qu'on croit être un bien. Carl Gustav Jung. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Une maison isolée, des parents éclairés ou perdus. Julien est né dans une maison en pierre, enfouie entre les bois d'une vallée reculée quelque part en Dordogne. Aucun voisin à moins d'1 kilomètre, pas de télévision, pas de cris, seulement le bruit du vent, les oiseaux, et parfois des chants étranges soufflés à travers les murs comme des prières païennes. Ses parents se disaient éveillés, pas croyants, non, initiés. Le père avait tout quitté, un poste dans une entreprise de communication, après ce qu'il appelait l'apparition, une vision d'un corbeau qui l'aurait conduit à un vieux livre acheté à un brocanteur, un grimoire écorné, aux pages parfumées d'humidité, remplies de symboles anciens et de recettes magiques. La mère, elle, parlait aux étoiles. Elle lisait les alignements, traçait des cercles à la craie sur le carrelage et posait du sel autour du lit pour bloquer les ondes négatives. Elle disait qu'ils étaient des passeurs d'énergie, des guérisseurs karmiques, et que leurs enfants avaient été choisis pour compléter une mission spirituelle. Julien et sa sœur n'ont jamais compris exactement laquelle. Il n'y avait pas de violence, à proprement parler, ni coups ni cris, mais quelque chose de plus diffus, plus déroutant, une absence totale d'ancrage, une immersion forcée dans un monde parallèle où tout pouvait être signe ou malédiction. Un jour, Julien est tombé d'un arbre. Rien de grave, juste un bras éraflé. Sa mère n'a pas désinfecté. Elle a soufflé sur la plaie en murmurant « C'est une épreuve, un passage. Si tu résistes, tu évolueras. » Il n'avait que 6 ans. Les règles changeaient sans cesse. Parfois, il jeûnait 3 jours parce que le moment était propice. D'autres fois, il versait de la cire sur des photos pour éloigner les influences néfastes des ancêtres. Il y avait des interdits flous, des rituels improvisés, des mots qu'il ne devait jamais prononcer et toujours ce regard intense de la mère, comme si le moindre faux pas pouvait déclencher une chute cosmique. Julien a appris très tôt à être silencieux, sage, intuitif. Il a senti sans qu'on le lui dise que le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de la perte de foi. Car douter, c'était trahir, et trahir, c'était attirer le mal. Le père plus discret suivait les directives. Il bricolait des talismans en bois, répétait des mantras en boucle le soir et parlait parfois à voix haute dans la cave. Il disait canaliser. Mais Julien, à travers la grille de la porte entr'ouverte, le voyait simplement trembler. Quand les factures s'accumulaient, la mère organisait un nouveau rituel. Un cercle, des bougies, des incantations et une offrande. Parfois, une mèche de cheveux. Parfois, un objet précieux appartenant aux enfants. Une fois, ce fut un cahier que Julien aimait beaucoup. Il l'avait rempli de dessins.
Elle l'a brûlé dans le poêle en disant que les esprits avaient faim. Au fil des années, Julien s'est recroquevillé en lui-même. Il a appris à lire les visages, à sentir les changements d'humeur, à anticiper les besoins émotionnels de ses parents pour éviter les tempêtes invisibles. Et surtout, il a développé une croyance profonde, ancrée dans la moelle. S'il souffrait, c'était pour protéger les autres. Cette logique, subtilement transmise, est devenue un code de survie. Chaque malaise était interprété comme un signe, chaque cauchemar comme une attaque énergétique. On le purgeait avec des plantes, des bains d'eau salée, des pierres posées sur le plexus. Quand sa sœur est tombée malade, fièvre persistante, maux de ventre, fatigue extrême, la mère n'a pas paniqué. Au contraire, elle a dit « c'est le moment, l'heure du basculement ». Et Julien a compris qu'il y aurait un rituel, encore, et qu'il en ferait partie. Mais à 10 ans, il avait déjà commencé à douter, à observer, à vouloir fuir. À l'école, il était silencieux, mais attentif. Il voyait bien que les autres enfants ne parlaient pas à la lune, qu'ils n'avaient pas de pentagramme dessiné sous leur lit. Il a commencé à se construire une double vie. Le fils choisi à la maison, le garçon normal à l'école. Une dissociation qui l'a sauvé un temps. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces années d'enfance allaient imprégner chaque recoin de sa vie d'adulte. Que les sortilèges ne s'arrêtent pas avec le silence, qu'ils continuent à murmurer même quand on change de monde. Le retour du cygne. Julien pensait avoir tout enterré. Installé à Paris depuis bientôt 9 ans, il avait fait ce que beaucoup appellent couper les ponts. Nouvelle ville, nouveau nom, nouveaux vêtements, nouvelles croyances. Il lisait Spinoza, méditait dans des centres laïques, consultait un psy une fois par mois et portait toujours sur lui une montre cassée, symbole intime de sa renaissance. Tout semblait aller, du moins à la surface. Jusqu'à ce lundi matin, 7h42, porte close, lumière tamisée, appartement en ordre et pourtant, quelque chose était là. Juste devant sa porte, posée délicatement sur le paillasson, une statuette en bois, sculptée à la main. Exactement la même que celle que sa grand-mère gardait au-dessus de l'autel familial. Une silhouette grossière, mi-humaine, mi-animale, avec 3 bras et des gravures en spirale sur le torse. Julien a figé, longtemps, incapable d'ouvrir la porte. Il a regardé à droite, à gauche, personne. Aucune caméra dans le couloir, rien sur l'interphone. Il a pris l'objet, l'a glissé dans un tiroir sans un mot. Mais cette nuit-là, il ne dort pas. La même heure, 3h12, une silhouette, un chant presque inaudible au creux de son oreille gauche, une voix féminine, douce, répétitive, et puis l'image d'un cercle, de sel, d'un grimoire. Julien se réveille en sursaut, son t-shirt est trempé, et il se rend compte qu'il a parlé en dormant. 3 mots notés sur son téléphone instinctivement. « Je suis prêt ». Il ne comprend pas, il panique, mais il refuse de croire au surnaturel, alors il rationalise. Stress, subconscient, résurgence émotionnelle. Et puis, tout s'enchaîne. Il oublie un dossier au travail, lui, l'homme impeccable. Il se met à trembler dans le métro. Une femme porte un pendentif ressemblant à celui de sa mère et il fait une crise d'angoisse. Il entend une voix au marché, la voix de son père, mais l'homme qui parle ne lui ressemble en rien. Peu à peu, la réalité se fissure et Julien sent quelque chose se réveiller en lui. Une peur ancienne, pas logique, presque archaïque, comme si son corps se souvenait d'un danger que sa tête refuse de nommer. Alors il fait ce qu'il n'a jamais fait. Il ouvre le tiroir, sort la statuette, la pose sur la table. Il l'observe longtemps et il entend une phrase dans sa tête, claire comme de l'eau. Le cercle n'a jamais été fermé.
C'est alors que les souvenirs remontent. Des scènes qu'il croyait effacées. Le cercle de sel dans le salon, les mots psalmodiés, le regard fiévreux de sa mère. Et surtout, un souvenir qu'il n'avait jamais revisité. Celui où, à 10 ans, il a pris la parole à son tour. Il a récité lui aussi. Il a pris la place de son père pour protéger la lignée. C'est ce qu'ils avaient dit. Et il l'a fait pour sa sœur malade. Il a prononcé les mots, il a fermé les yeux, il a cru. Et maintenant, à 34 ans, il réalise, il croit encore. Une part de lui, profondément enfouie, croit que ce rituel a eu un impact, que s'il n'avait rien fait, elle serait morte, qu'il a peut-être sauvé quelqu'un au prix de sa propre vie intérieure. Ce n'est plus une peur rationnelle, c'est une culpabilité métaphysique. Et à ce moment précis, Julien comprend. Ce n'est pas un souvenir, c'est un pacte non rompu. L'enfant sacrifié. Julien ne croit pas aux esprits, mais il vit avec eux. Ce n'est pas une foi, c'est une empreinte, une trace laissée dans son système nerveux, dans sa perception du monde, dans sa capacité à être en paix avec lui-même. Car Julien a été exposé dès l'enfance, non pas à la violence physique, mais à la confusion psychique. Et cette confusion est un poison lent. Grandir dans un environnement où les frontières entre réel et imaginaire sont brouillées, où le parent devient l'interprète unique du sens caché des mots, où le moindre malheur s'explique par une entité, un manque de pureté, un désalignement énergétique, c'est grandir sans sol, sans vérité stable, sans ancrage, sans figure adulte claire. Julien a été instrumentalisé, non pas pour faire le mal, mais pour servir un système de croyances délirant, que ses parents eux-mêmes pensaient bienveillant. Et c'est là le nœud. Le pire mal, c'est celui qu'on croit être un bien, comme le disait Jung. Ce qu'on ne conscientise pas revient sous forme de destin. Et Julien, sans le savoir, est devenu l'écho vivant du délire parental. Il a développé un syndrome de loyauté invisible, ce mécanisme inconscient où un enfant endosse la mission inachevée de ses parents, ou devient l'outil de leur équilibre mental. Dans son cas, il a intégré très tôt que, s'il souffrait, les autres seraient épargnés. Un schéma sacrificiel, archaïque, profondément enraciné. Ce genre de fonctionnement n'est pas rare chez les enfants élevés dans les environnements mystiques, religieux déviants ou même certains milieux thérapeutiques extrêmes. Ferenczi, dans ses travaux sur le traumatisme, parlait des enfants rendus fous par le discours incohérent des adultes. On les oblige à croire sans comprendre. On les immerge dans un monde de symboles qu'ils ne peuvent ni contester ni fuir. Julien, lui, s'est dissocié. Il a appris à se couper de son corps, à endormir ses émotions, à sourire quand l'angoisse montait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie psychique. Le rituel qu'il l'a reproduit à 12 ans, il ne s'en souvient que maintenant, parce qu'il a dû l'oublier pour survivre. Il l'a refoulé, il a enfermé ça dans une boîte. Et maintenant, à 34 ans, le couvercle saute. Et ce qui revient n'est pas un souvenir, c'est une identité fracturée. Julien a peur. Pas des démons, non, mais de ce qu'il pourrait découvrir s'il cessait enfin de croire. Parce que derrière ces rituels, il y avait une fonction, donner du sens, offrir une structure, même absurde. Et s'il les abandonne, il perd toute forme de sens. Il est pris dans un dilemme classique du trauma complexe. Rester dans le mensonge familier, où il souffre mais comprend les règles, ou plonger dans l'inconnu, où il pourrait se reconstruire mais en perdant tout ce qui l'a tenu en vie jusque-là. Ajoutons à cela la honte, une honte identitaire, celle de venir d'un monde que personne ne comprend. Quand il parle, les gens rient ou le jugent. Il se tait donc, et le silence renforce l'isolement, qui lui-même renforce la conviction qu'il est différent, abîmé, dangereux.
Enfin, Julien vit avec une culpabilité archaïque. Il pense, encore aujourd'hui, qu'il a peut-être provoqué quelque chose, que ses mots à 12 ans ont eu un impact. C'est irrationnel, mais le trauma, lui, l'est aussi. Il ne se guérit pas par la logique, il se libère par l'accueil, la mise en scène, l'intégration. Julien commence à comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'il a vécu dans la magie qu'il est fou, mais parce qu'on ne lui a jamais permis de penser autrement. Il n'a pas été ensorcelé par un rituel. Il a été capturé par le besoin désespéré de ses parents de croire à quelque chose. Et en cela, il n'est pas seul. Combien d'entre nous avons porté les croyances non digérées de ceux qui nous ont élevés? Fermer le cercle. Il n'a rien dit à personne, pas à son psy, pas à sa sœur, avec qui il a repris un peu contact depuis 2 ans, mais de manière distante, précautionneuse. Il a juste pris un billet de train, direction le sud, un vieux sac, quelques vêtements et une question muette dans les yeux. La maison est là, toujours debout, bien que rongée par le temps. Les volets pendants, la façade fissurée, le lierre dévorant les pierres. Il hésite devant la porte. Il sent son cœur battre dans sa gorge. Ce n'est pas de la peur, pas seulement. C'est quelque chose de plus ancestral, une mémoire corporelle, comme si son squelette reconnaissait les lieux avant même que ses yeux ne les scannent. Il pousse la porte, l'air est dense, poussiéreux, chargé, tout est resté presque intact. La cuisine, avec ses symboles encore gravés au fusain, le salon, où les meubles sont recouverts de draps, et surtout sa chambre. Julien entre, il s'arrête net. Le sol, le cercle, toujours là. Pas de sel, bien sûr, mais l'empreinte, le marquage, une ligne invisible qu'il voit pourtant très distinctement. Il s'agenouille, pose sa main à terre. Longtemps, il reste là. Puis d'une voix tremblante, presque rauque, il murmure « Ce que vous m'avez fait croire n'était pas la vérité. » Il ferme les yeux, laisse le silence remplir la pièce. Une larme coule. Non, pas de tristesse, mais de relâchement. Il allume une bougie qu'il a achetée à la gare. Il la pose au centre du cercle, non pas pour invoquer, pour clôturer. Il reste assis, respire, et quelque chose en lui se détache, comme une corde qu'on aurait portée toute sa vie sans la voir. Il comprend enfin, il n'était pas maudit. Il était juste captif d'un imaginaire qui ne lui appartenait pas. Il a le droit de vivre, d'aimer, de penser par lui-même, sans craindre d'attirer un quelconque châtiment cosmique. En quittant la maison, Julien ne ressent ni victoire ni euphorie, juste une étrange légèreté, comme si pour la première fois depuis ses 7 ans, il avait repris possession de son corps. Il rentrera à Paris, mais différemment. Il commencera à écrire, non pas pour accuser, mais pour libérer. Le livre s'intitulera « Sortir du cercle » et il ne parlera pas de magie, mais de toutes ces croyances qu'on nous lègue sans demander notre avis et qui parfois nous détruisent sans faire de bruit. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. L'histoire de Julien est dérangeante, pas parce qu'elle parle de rituels obscurs ou de symboles occultes, mais parce qu'elle révèle à quel point les croyances de nos parents façonnent notre monde, avant même que nous ayons les mots pour y résister. Julien n'a pas été frappé, il n'a pas été insulté, mais il a été offert, symboliquement, au système de pensée de ses parents. Et cette forme d'abandon-là, invisible, mystique, souriante, est l'une des plus complexes à déloger. Il n'a pas grandi dans une secte. Il a grandi dans une atmosphère, une constellation de peur, d'illusions et d'angoisse camouflées sous la foi. Et cela, nous y avons tous touché, parfois sans le savoir. Un parent anxieux qu'on devait rassurer. Un parent spirituel qui projetait sur nous ses missions non accomplies. Une famille qui transmet ses blessures en les nommant valeurs.
Julien a mis des années à comprendre qu'il pouvait sortir du cercle sans trahir qui que ce soit, qu'on peut honorer ses origines en désobéissant à leur logique. Son histoire nous rappelle qu'aucun enfant ne naît avec des croyances. Ce sont celles des adultes qui viennent imprimer l'âme, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et que grandir, vraiment, c'est peut-être ça. Oser penser par soi-même, là où on a appris à se taire. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite